Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je m'appelle Fred Guénaud, je dirige le KJ et je suis en compagnie en principe de Julien Mérillon qui n'est pas encore arrivé, qui est président du COECA et membre du KJ, de Camille aussi, qui est du KJ et qui nous réalise le plus souvent nos affiches, étudiante en sciences politiques, et M. Baltus qui est avec nous généralement, qui n'a pas tardé. Alors, ce webinaire, qui est une conférence également, puisque vous êtes présent dans la salle 7 de la fac de droit. Ce webinaire conférence, qui est peut-être le dernier de l'année universitaire, est consacré à une crise politique importante en Kanaki, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, puisque l'expression est souvent associée, les deux noms. Notre invité s'appelle Benoît Trépied. Benoît Trépied. Et merci Benoît d'avoir accepté de répondre à la question suivante. Kanaki, Nouvelle-Calédonie, une situation coloniale. Alors, l'analyse de ce concept est déjà ancienne. Elle est du célèbre anthropologue français Ballandier, Georges Ballandier, 1951, je crois. Alors, Benoît Crépier est anthropologue. Il est chargé de recherche au CNRS. Et il est également AGR, donc habilité à diriger des recherches. Notre invité précise qu'il mène une anthropologie politique de la citoyenneté en situation coloniale et post-coloniale. Alors, ces recherches portent notamment sur les relations ethno-raciales et la politique locale en Nouvelle-Calédonie coloniale, sur les enjeux contemporains de la décolonisation dans le Pacifique et l'outre-mer français. Alors, autant de thématiques qui nous parlent, même si le contexte et les histoires sont différents. Autre dimension intéressante de sa recherche que j'ai relevée, son questionnement sur les rapports entre savoir et pouvoir. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2007 et publiée en 2010, porte sur les transformations des rapports sociaux et politiques à l'échelle d'une commune rurale de Nouvelle-Calédonie, Koné, euh, après l'accession des Kanaks à la citoyenneté en 1946. Aujourd'hui, il travaille notamment sur le processus actuel de décolonisation en Nouvelle-Calédonie et les nouvelles tensions que génère ce processus. C'est précisément sur ce processus que nous souhaitons échanger avec lui parce que c'est, à mon avis, un des meilleurs spécialistes de la question. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez vu, certainement, vous l'avez lu, vous l'avez entendu dans les médias. La publication la plus récente, à ma connaissance, de Benoît Crépier, elle est dans le monde diplomatique de juillet 2024. Et j'ai lu ce texte qu'il m'a envoyé. Le titre de cet article, c'est Nouvelle-Calédonie, une histoire de la colère. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un texte qu'il a fait avec Marie Saloun, Salin. Alors, ça m'intéressait parce que, en lisant ce texte, la première phrase de ce texte commence de manière suivante. La Nouvelle-Calédonie est-elle encore une situation coloniale aujourd'hui? C'est exactement ce que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec lui. Donc, Benoît, je te passe la parole. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Effectivement, le hasard fait bien les choses. J'avais prévu de longue date d'être en Guadeloupe avant que tout n'explose à Nouméa. Et quand Fred m'a proposé effectivement de faire ce web séminaire début juin, je lui ai dit, écoute, il se trouve que je passe en Guadeloupe, alors je serais très heureux de le faire sur place directement. Même si c'est la première fois que je suis en Guadeloupe, je découvre le pays, et je connais très très mal son histoire et sa configuration politique, mais du coup, c'est l'occasion rêvée d'avoir un échange et de voir jusqu'où ce qui se passe actuellement en Calédonie résonne ici ou pas, sachant que, bon, disons que j'ai vu à minima, puisque j'ai assisté au débat à l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont voté la fameuse loi du dégel qui a mis le feu aux poudres le 13 et 14 mai. À l'Assemblée nationale, comme les deux députés de la Calédonie sont deux députés caldoches loyalistes, en fait, c'est tous les députés ultramarins de gauche qui se sont fait les porte-parole du peuple kanak. Donc, c'était très impressionnant en termes de solidarité ultramarine, entre guillemets.
Alors, donc, j'ai... Et puis, donc, j'ai en 40 minutes, ce que je vous propose de faire, c'est de poser un peu les bases pour expliquer ce qui est en train d'advenir là-bas, c'est-à-dire cette nouvelle séquence insurrectionnelle qui est à la fois une surprise et pas une surprise, et qui renvoie fondamentalement à cette question de savoir si la Calédonie est encore ou pas en situation coloniale. Et puis, je pense qu'ensuite, on pourra prendre le temps d'échanger pour voir les proximités, les distinctions, etc. Alors, peut-être vous avez vu sans doute dans les médias que le nœud du problème, c'est autour de cette fameuse question du corps électoral, du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il se trouve il y a une loi qui réduit l'expression des citoyens français à certaines élections. Mais en fait, derrière cet enjeu de qui vote et qui vote pas, c'est vraiment l'enjeu de la décolonisation au cœur. Donc, je vais un petit peu vous expliquer très rapidement d'où vient cette disposition et qu'est-ce que signifie le fait de tenter de la faire sauter, et puis comprendre aussi les racines de ce qui est en train de se passer maintenant, puisqu'on est en quelques jours et quelques semaines, en fait, on a l'impression que 40 ans d'un processus a été balayé d'un revers de main, ce qui nous plonge tous dans une forme de sidération quand même, tous les gens du pays là-bas et puis tous les gens qui sont liés à ce pays. Alors, je précise que moi, je ne suis pas calédonien, je n'ai pas de lien familial avec la Calédonie, mais je m'y suis intéressé de fait quand je faisais des études de sciences politiques en 1998, au moment où l'accord de Nouméa a été signé, ce fameux accord qui a organisé un processus de décolonisation en Calédonie. À partir de là, je m'y suis intéressé. Et puis donc, après, ben, je suis allé y vivre pendant des années en étant d'une part accueilli puis adopté dans une famille kanak, mais en travaillant aussi beaucoup avec les non-kanaks du pays. J'ai enseigné là-bas, etc. Puis voilà, donc maintenant, ça fait grosso modo 25 ans que je chemine étroitement avec ce pays sans me prendre pour un Calédonien, par contre. Voilà. Alors, donc, pour comprendre le nœud du problème actuel en Calédonie, il faut faire un tout petit retour en arrière sur l'histoire coloniale avec cette spécificité que la Nouvelle-Calédonie, donc cet archipel du Pacifique Sud, peuplé depuis 3000 ans par un peuple austronésien qui s'auto-désigne aujourd'hui Kanak, euh, la Calédonie, elle est rentrée dans l'ère occidentale au 19e siècle et la France en a pris officiellement possession en 1853 et dans un but très spécifique qui était d'en faire une colonie de peuplement. Et c'est ça qui a construit une trajectoire coloniale très singulière par rapport au reste de l'Empire. C'était une des seules colonies, disons, avec l'Algérie, quoi, colonie de peuplement où l'enjeu n'était pas seulement d'exploiter les ressources, de prendre possession du territoire, mais c'était aussi de créer une petite France australe des antipodes, comme on disait. C'est-à-dire que la France a organisé la venue de plusieurs vagues de migrants, à la fois, et d'abord, c'était des pénaux, ce qu'on appelait des migrants pénaux, c'est-à-dire des bagnards qu'on envoyait en Calédonie d'abord pour s'en débarrasser, donc se débarrasser des classes dangereuses de France métropolitaine. Et c'était à peu près le moment où on a ouvert le bagne en Guyane. Mais comme le bagne de Guyane était trop mortifère, on cherchait une autre terre. Les autorités ont cherché une autre terre pour bâtir ça, avec un projet derrière qui était non seulement de se débarrasser des indésirables, de les faire souffrir aux travaux forcés, mais en même temps que ces travaux forcés permettent de mettre en valeur, entre guillemets, la colonie. Et puis à terme, pour les plus méritants d'entre eux, ils étaient mis sur des petits lopins de terre et ils pouvaient se réinventer comme colons. Et ils n'avaient pas le droit de quitter la Calédonie. Il y avait un aspect de perpétuité là-dedans. Donc, ils sont devenus colons pénaux. Donc, il y a eu des colons pénaux, il y a eu ceux qu'on appelait des colons libres également, plusieurs vagues organisées par l'État pour construire cette petite société française locale. Pour ce faire, dans les colonies de peuplement, la particularité, c'est que si vous voulez planter du blanc, entre guillemets, il faut de la place. Donc, il faut des terres. Donc, très rapidement, le contentieux colonial, le nœud colonial en Calédonie, ça a été les spoliations foncières qui ont eu lieu de façon massive sur l'île principale. Et donc, les Kanaks ont été repoussés des meilleures terres, à la fois par l'armée ou par les éleveurs, etc. Et à la toute fin, quand ils ont été regroupés sur les plus mauvaises terres, on a créé des réserves indigènes
sur ces terres, desquelles ils n'avaient pas le droit de sortir sans autorisation jusqu'en 1946. Là encore, c'est le seul cas de l'Empire français où on a fait des réserves, si vous voulez, sur le modèle des réserves des Indiens des États-Unis. Et ces réserves représentaient en 1900 moins de 8% de la superficie totale de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, entre ces îlots, hein, il y a un géographe célèbre, Alain Sossol, qui parlait de l'archipel, en fait. Entre ces îlots, eh ben, il y avait des grandes propriétés d'élevage. Donc, il y a une bourgeoisie nouméenne, enfin un Nouméa qui a émergé, de grands colons, de marchands, il y a eu le développement de l'industrie du nickel, etc. Et puis, il y a eu plein de ce qu'on appelle des petits blancs qui ont vivoté un peu accrochés à ces lopins de terre. Et puis, dernière chose, il y a eu des vagues d'arrivée de travailleurs sous contrat d'engagement provenant de Java, d'Indochine, d'autres îles du Pacifique, etc. Donc petit à petit, donc, si vous voulez, et donc alors les Kanaks se sont rébellés, donc il y a eu des politiques de répression, il y a eu un choc microbien terrible, il y a eu des famines, il y a eu l'évangélisation qui a complètement bouleversé les structures sociales, etc., etc. Donc ça a été globalement une colonisation extrêmement traumatique. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette logique d'exclusion et d'enfermement dans des réserves a vraiment conduit à la reproduction d'une société clivée. En fait, en Calédonie, il y a vraiment une ligne de fracture très, très nette entre le monde kanak, qui était donc le monde indigène, le monde colonisé, où les gens étaient enfermés dans des tribus, mais paradoxalement, ces espaces ont été des espaces de réclusion, mais aussi finalement d'une forme de protection culturelle. C'est-à-dire que les gens ont continué à parler leur langue, à vivre de leur façon propre, à vivre ce qu'ils appellent aujourd'hui en français la coutume, etc. Mais donc, vraiment à l'abri du regard des Blancs et de tous les autres, en fait, puisqu'en fait, dans le reste de la société coloniale, il y a eu, disons, des formes de métissage, etc., des allées et venues. Il y a des gens, par exemple, de la Réunion qui sont allés là-bas, après des Wallisiens et Futuniens, des Tahitiens, etc. Mais donc, on a vraiment cette dichotomie très nette. Et au tournant en 1946, les Kanaks sont devenus citoyens, mais en fait, l'égalité politique n'a pas entraîné de bouleversements sociaux. Je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est une autre séquence, c'est une séquence un peu intermédiaire sur laquelle j'ai beaucoup bossé avant, mais sur laquelle je ne vais pas revenir maintenant. Mais globalement, cette forme d'apartheid social, d'apartheid colonial, s'est maintenue dans les faits. Et par exemple, la seule ville, qui était la ville de Nouméa, les Kanaks n'avaient pas le droit, jusqu'en 1946, n'avaient pas le droit d'y rester après 17 heures. À la tombée de la nuit, ils devaient obligatoirement quitter la ville. C'est pour ça qu'on a longtemps dit que Nouméa, c'était une ville blanche. Voilà. Donc, ce système s'est un petit peu reproduit jusque dans les années. Et donc, paramètre très important aussi, l'école était entièrement ségrégée. C'est-à-dire que les Kanaks étaient scolarisés dans ce qu'on appelle l'école indigène, qui n'offrait aucune, mais vraiment aucune voie d'accès aux études standards. C'est-à-dire que contrairement à d'autres colonies, si vous voulez, il n'y a pas eu d'Aimé Césaire là-bas. Il n'y a pas eu de gens, il n'y a pas eu une poignée de gens qui sont montés dans la hiérarchie scolaire et universitaire. Donc, le premier bachelier kanak a obtenu le bac en 1962. Donc, ça vous dit le creusement des inégalités scolaires. Et les premiers doctorats, notamment en sciences sociales, hein, c'est les années 2000-2010. Donc, il y a un énorme retard scolaire. Voilà. Donc, les premiers bacheliers kanak en 62, les premiers étudiants kanak qui sont allés dans les universités françaises, c'est la fin des années 60, le tournant des années 68. Et ces gens-là, cette nouvelle génération d'intellectuels, marquée par mai 68, par le tiers-mondisme, par le mouvement des indépendances, etc., la théologie de la libération également, bref, tous ces mouvements des années 60, sont rentrés au tournant des années 70 en Calédonie et euh, ont posé un nouveau regard sur le pays et ils ont été les premiers à dénoncer très explicitement le colonialisme qui continuait à peser sur le kanak, sur le peuple kanak. Enfin, c'est eux qui ont utilisé le terme peuple kanak, colonialisme, paternalisme, racisme. Et ils se sont engagés dans une lutte d'abord culturelle, comme souvent hein, dans ce moment des années 60-70, la lutte, elle est indissociablement culturelle et politique, donc un mouvement de renaissance culturelle, c'est-à-dire de revalorisation d'une culture qui jusqu'alors avait été complètement méprisée, niée, repoussée dans la sauvagerie, hein, parce que sur l'échelle raciste, évolutionniste occidentale, les Kanaks, ils sont tout en bas, hein, ils sont en dessous des Noirs d'Afrique.
C'est vraiment, en dessous, il y a les aborigènes, et puis après, on considère que, voilà, ils sont. D'ailleurs, les insultes racistes en Calédonie, systématiquement, c'est les singes. Et je vous dis ça parce qu'on pensait que c'était un truc des années 80, mais là, depuis mai, en fait, on a vu sur les réseaux ce genre d'insultes ressurgir, ce qui dit un petit peu quelque chose de la violence du racisme latent, en fait, qui s'est révélé depuis quelques jours, quelques semaines, et qui, en fait, s'inscrit dans cette histoire longue. Et donc, ces nouveaux leaders politiques des années 70, dont le célèbre ancien prêtre Jean-Marie Tjibaou, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a été ensuite président du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, ils ont fait tout un travail de revalorisation culturelle sur l'identité kanak, premièrement. Ils ont fait un deuxième travail très fort de revendication foncière pour récupérer les terres volées par l'administration ou par les colons. Donc, il y a eu des occupations de terres, des espaces, etc. Et puis, finalement, l'ensemble de ces revendications s'est cristallisé autour, rapidement, dans la deuxième moitié des années 70, autour d'une revendication d'une indépendance kanak et socialiste. Donc, ils ont dit, bah, la décolonisation que l'on veut, nous, c'est accéder à l'indépendance. Voilà. Et donc, ils se sont regroupés dans des partis politiques et des coalitions politiques, Front indépendantiste, puis FLNKS. Et face à ça, en fait, tous les non-kanaks du pays se sont regroupés dans des partis dits loyalistes ou anti-indépendantistes, et en particulier, au tournant des années 80, le fameux RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, dirigé par Jacques Lafleur, qui était un Chiracien très proche de Chirac et un peu le patron de la Caldochie, quoi, si on veut. Voilà. Donc, il y a eu cette bipolarisation, et cette bipolarisation entre, disons, l'immense majorité des Kanaks, parce qu'en fait, cette scission politique, ce clivage politique, il est aussi très racial en Calédonie. En gros, la grande majorité des Kanaks sont indépendantistes et la quasi-totalité des non-Kanaks sont anti-indépendantistes. Contrairement à d'autres situations où, par exemple, à Tahiti, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'à Tahiti, il y a 80% de Tahitiens, enfin en Polynésie, et parmi les Tahitiens, bah, il y a des indépendantistes et il y a des autonomistes. Ce qu'on appelle les Popas là-bas, les Blancs, représentent une toute petite portion de la population et ne pèsent pas. Mais en Calédonie, c'est comme ça. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'était une colonie de peuplement. Et en fait, ces vagues migratoires, elles se sont succédées pendant la période coloniale, quand c'était officiellement une colonie de peuplement. Après 1946, le programme de peuplement s'est arrêté, mais en pratique, les gens ont continué d'affluer, et en particulier à la fin des années 60, début des années 70, il y a eu un boom de l'économie du nickel, hein, puisqu'en Calédonie, il y a beaucoup de nickel, donc il y a une industrie minière importante. Et autour de ce boom du nickel, il y a une nouvelle grosse affluée de population venant de France et des autres territoires ultramarins. En particulier Wallis et Futuna, Tahiti, un petit peu les Antilles aussi, hein. Il y a une petite minorité antillaise qui vit en Calédonie. Et cette nouvelle arrivée des années 70 a fait que les Kanaks sont devenus pour la première fois minoritaires en Nouvelle-Calédonie, démographiquement. C'est-à-dire qu'en 1946, ils représentaient la moitié de la population, c'était 50-50, mais depuis les années 70, ils représentent 40% de la population. Et c'est le moment où ils sont devenus indépendantistes. Et on arrive au nœud du problème qui fait encore péter le caillou aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit, mais nous, on veut l'indépendance parce que nous sommes colonisés. Et de notre point de vue, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom du droit à l'autodétermination et à la décolonisation reconnu à l'ONU, c'est que le peuple colonisé qui peut se prononcer sur l'autodétermination d'un pays colonisé. Ce ne sont pas aux colons de parler de ça, c'est que les colonisés. Et les colonisés, c'est nous. Donc, nous sommes les seuls habilités à nous prononcer sur le futur de notre pays que nous n'appelons pas Nouvelle-Calédonie, mais que nous appelons Kanaki. Face à cette logique donc, qui ressort du droit international et du droit de la décolonisation, l'État français et les anti-indépendantistes ont dit absolument pas, c'est pas ça le problème. La Nouvelle-Calédonie, c'est un morceau de la France, certes un petit peu loin, mais c'est quand même la France. Et donc, comme vous le savez, en France, un homme égale une voix, principe cardinal de la République. Donc, tous les citoyens français
qui habitent en Nouvelle-Calédonie sont tous légitimes, au nom de l'égalité républicaine, à se prononcer sur le futur de la Nouvelle-Calédonie. Mais les Kanaks ont dit, mais le problème, c'est que on est minoritaire. Et l'État a dit, ainsi soit-il. Vous êtes minoritaire démographiquement, donc vous serez minoritaire électoralement. Donc, si on fait un vote, eh bien, l'indépendance ne recueille pas de majorité. C'est pour ça que la question du corps électoral, de qui peut voter, est décisive. En fait, il y avait un des leaders qui a été assassiné en même temps que Tjibaou, Yewene, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était le lieutenant de Tjibaou. Il avait l'habitude de raconter cette histoire. Il disait, j'étais tranquille chez moi en train de boire du thé dans ma case. Et puis, il y a un étranger qui est passé, qui a dit, est-ce que tu peux venir? Et je lui dis, bah, viens t'installer. Est-ce que tu veux un thé? Très bien. Et puis un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, les gars, vous allez peut-être arrêter de descendre toute ma réserve de thé. Et eux, ils m'ont dit, bah, pas de problème, on vote. Voilà. Donc, c'est ça qu'il a raconté Il a répété cette histoire à tous les gouvernements de gauche et droite pour dire schématiquement que appliquer les règles démocratiques sur une situation de fait de colonisation de peuplement, en fait, ça ne fait que reproduire le mécanisme de marginalisation. Et une autre façon de le dire, c'est que vous savez qu'à côté de la Calédonie, en Australie, le peuple autochtone d'Australie, c'est-à-dire les aborigènes d'Australie, ils représentent actuellement 4% de la population. Et c'est la crainte ultime des Kanaks, c'est celle-ci. C'est on ne veut pas devenir comme nos frères aborigènes à quelques encablures qui ont été complètement noyés dans un pays qui est devenu un pays blanc. Ou en tout cas, pendant longtemps, l'Australie a été un pays blanc. Maintenant, l'Australie, c'est Multicultural Australia, donc c'est un pays multiracial, mais on ne peut pas dire que ce soit un pays aborigène, en tout cas. Et donc, quand on représente 4% de la population, on n'a plus aucun impact pour pouvoir se saisir des institutions, pour être maître de son destin politique. C'est comme ça que ça a été ressenti. Et donc, la peur des Kanaks, c'est celle-ci, toujours. Donc, le face-à-face entre ces deux... Alors, vous pensez bien que dire, mais non, tous les Français qui sont présents en Calédonie ne peuvent pas voter, mais ça, pour les gouvernements français, c'est intolérable. C'est intolérable. C'est comment ça, vous remettez en cause les principes cardinaux qui font notre République, l'égalité citoyenne, etc. Donc, l'opposition de ces deux logiques, entre la logique peuple kanak, droit des peuples à l'autodétermination, nous sommes les seuls habilités à voter, et puis la logique française, un homme égale une voix, et tant pis si vous êtes minorisé, c'est ça qui a amené les affrontements des années 80 et qui a suscité, disons, une sorte de guerre civile larvée entre 1984 et 1988. Et c'est ça qui se repasse aujourd'hui, parce qu'on a réouvert ce problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il se trouve qu'en 1983, il y a eu un sommet de tous les responsables politiques pour essayer de trouver une issue, puisque ça se tendait très fortement, il y avait déjà des meurtres de part et d'autre, etc. Et donc, c'est une réunion qu'on a fait à Nainville-les-Roches, qui est un petit village dans la région parisienne de l'Essonne. Et à ce moment-là, les Kanaks ont fait une ouverture inédite. Ils ont dit, en échange de la reconnaissance du droit, la citation disait, le texte disait droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. En échange de cette reconnaissance, ils ont accepté de partager leur droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, ils ont dit, on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ceux qu'on a appelés les victimes de l'histoire. Les victimes de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les descendants des bagnards qui n'ont rien. Tous ceux qui, au fil des générations, sont devenus, ne sont plus d'ailleurs et qui n'ont comme terre natale que la Calédonie. Même si ce sont des gens qui ont hérité des bénéfices de la colonisation pour certains, ou d'autres non, mais en tout cas, même si ce sont des gens qui ont la nationalité française, etc., leur patrie de cœur, leur pays au sens de leur terre natale, c'est devenu la Calédonie au fil du temps. Et ils n'ont plus de lien avec l'Hexagone. Les liens ont été distendus ou rompus. Vous imaginez bien que les bagnards, parmi lesquels il y avait des déportés kabyles d'ailleurs, ou des communards,
tous ces gens qui ont été exilés en Calédonie, en fait, ça a été une rupture familiale et biographique. Donc, les gens ont reconstruit une nouvelle vie à partir d'un trauma initial. Et puis, ça s'est transmis de génération en génération. Donc, au bout de 3, 4, 5, 6 générations, les gens ne sont plus d'ailleurs, en fait. Ce n'est pas pour ça qu'ils connaissent le monde kanak. Parce que bien au contraire, la logique de distinction coloniale et puis cette ségrégation très forte dont je vous ai parlé a fait que les gens n'ont pas appris les langues kanak, n'ont pas pratiqué la coutume. Pendant longtemps, ils ont refusé l'alimentation kanak, la médecine kanak, etc. Donc, mais néanmoins, ils ne sont plus d'ailleurs. Et donc, les Kanaks ont dit, bah, on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ces gens-là, avec ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire. Ça, c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire des décolonisations, où généralement, c'est le peuple colonisé qui se décolonise, point final. Vous avez bien vu qu'en Algérie, par exemple, ils n'ont pas du tout, en tout cas, ça s'est mal passé, quoi. Ça s'est mal fini. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, depuis, les colons qui étaient là depuis plusieurs générations, ils n'ont pas été associés, en tout cas, mais ce n'est pas ce que la guerre a tout brisé, mais ils n'ont pas été associés à un projet commun. Là, à partir de 83, c'est ce qu'ont dit les Kanaks. Il se trouve que derrière ça, il y a eu un projet d'évolution statutaire et que ce qu'on appelait le projet Georges Lemoine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce projet, finalement, en fait, il ne limitait pas le corps électoral à ces victimes de l'histoire. De nouveau, ils ouvraient, il fallait 2 ou 3 ans de résidence. Donc, c'était un immense recul et c'est ça qui a créé une guerre civile localement. Les gens se sont entretués. Bon, bref. Finalement, après bien des drames, dont le fameux assaut de la grotte d'Ouvert en 1988 entre les 2 tours de la présidentielle, peu à peu, il y a un point de compromis qui a été trouvé. Et ce point de compromis, euh, il a d'abord débuté, donc en 88, alors que la Calédonie était à feu et à sang. Et alors, point aussi très important pour comprendre le contexte actuel, le dossier calédonien a été instrumentalisé dans le débat politique national, puisqu'on était à l'époque entre 86 et 88, c'était la première cohabitation. Chirac était Premier ministre, Mitterrand président. Et à l'époque, Chirac lorgnait beaucoup sur les voix de l'extrême droite. Si toute ressemblance avec la situation contemporaine n'est certainement pas une coïncidence. Et donc, il y avait une politique de fermeté qui était carrément très anti-FLNKS et qui a abouti finalement à ce qu'au moment des élections présidentielles, une prise d'otage à UVA de la gendarmerie qui tourne mal. Il y a 4 gendarmes qui sont tués. Tous les autres gendarmes sont pris en otage et cachés dans une grotte. Et puis, on est entre les 2 tours de la présidentielle. Il y a des discussions pour la libération des otages. C'est plutôt en bonne voie. Mais le pouvoir politique, c'est-à-dire Chirac, donne l'ordre d'attaquer militairement la grotte parce qu'on est entre les 2 tours et qu'il s'agit de montrer qu'on est ferme et qu'on ne se laisse pas dicter l'agenda par des terroristes. Là encore, c'est tout le problème actuel de la Calédonie. Hein. Vous aurez bien compris que si ça pète actuellement en Calédonie, avec toutes les échéances politiques électorales en France, européennes plus législatives, c'est certainement pas un hasard. Et donc, conclusion, il y a eu cet assaut qui s'est soldé par la mort de 19 indépendantistes et de 2 gendarmes, ce qui, à l'échelle d'un tout petit pays comme la Calédonie, où tout le monde se connaît par ailleurs, où il y a des logiques familiales très, très prégnantes, a été un drame immense. Voilà. Au lendemain de ça, finalement, Mitterrand est réélu, Rocard devient Premier ministre, et Rocard va convoquer à Matignon Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, les 2 figures des 2 camps, et contre toute attente, ils vont trouver un accord de compromis, qu'on va appeler les accords de Matignon en 1988, qui repose sur globalement 3 éléments. Le retour de la paix dans le pays, on repousse la question de l'indépendance à 10 ans et on met en œuvre ce qu'on appelle une politique de rééquilibrage, c'est-à-dire de rééquilibrage tous azimuts en faveur des Kanaks. Donc, des formes de discrimination positive qui ne disent pas leur nom, parce que là encore, si vous employez discrimination positive, la moitié du Conseil d'État fait un arrêt cardiaque en France, donc on n'utilise pas ça, mais on le fait quand même. C'est-à-dire rééquilibrage culturel, rééquilibrage économique, rééquilibrage politique, rééquilibrage scolaire, il y a des programmes de formation accélérée des cadres, etc., pour essayer de faire en sorte que les inégalités sociales qui sont héritées de cette situation coloniale, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des inégalités scolaires, pour essayer de résorber ça de façon proactive. Et puis 10 ans plus tard, à la place de faire un référendum sur l'indépendance, ils ont fait un nouvel accord, et c'est cet accord de Nouméa, en 98. Et l'accord de Nouméa est un accord
que l'outre-mer entier envie à la Calédonie, souvent, c'est un accord dit de décolonisation. C'est-à-dire que le mot de décolonisation est intégré à l'accord de Nouméa, et l'accord de Nouméa, il est intégré dans la Constitution française. Donc, depuis 1998, officiellement, il y a un seul territoire en processus de décolonisation dans la France, actuellement, c'est la Nouvelle-Calédonie. Okay, c'est pas la Guadeloupe, c'est la Calédonie. Euh, Officiellement, c'est-à-dire, voilà. Cet accord de Nouméa, il a notamment un préambule qui est un texte qui fait mémoire de ce qu'on appelle les ombres et les lumières de la période coloniale. C'est un très beau texte sur une reconnaissance de la violence du traumatisme colonial. C'est d'ailleurs un texte dont on parle très très peu en France métropolitaine, parce qu'à la Calédonie, c'est tellement loin, en fait, qu'on en parle très peu dans les débats sur le postcolonial, alors qu'il faut vraiment, il y a énormément de choses, enfin, de choses bonnes à penser dans l'accord de Nouméa, dans le préambule en particulier. Et puis, surtout l'accord de Nouméa, donc comment il organise cette fameuse décolonisation? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire trois éléments importants. Le premier, il y a un calendrier de transfert progressif et irréversible de toutes les compétences non régaliennes. Donc, les compétences régaliennes, c'est celles qui définissent la souveraineté d'un État. La défense, la monnaie, la justice, la police, les relations extérieures. Mais toutes les autres compétences sont transférées progressivement et de façon irréversible de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Donc, on est aujourd'hui, au terme de l'accord de Nouméa, dans un processus d'extrême décentralisation en Nouvelle-Calédonie. On peut difficilement aller au-delà sans basculer dans la souveraineté. Puisqu'en gros, la Calédonie gère toutes ses affaires toute seule. Et même les relations internationales, elles sont à compétence partagée, parce que la Calédonie fait par exemple partie en tant que membre plein et entier du Forum des îles du Pacifique, donc d'organismes régionaux. Et la France, elle est observatrice seulement. Elle est plus. Voilà. Donc, transfert irréversible et progressif de compétences qui sont gérées localement par un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est lui-même obligatoirement collégial. Donc, il a des indépendantistes et des loyalistes qui doivent travailler ensemble. Et puis, il met en œuvre, où il propose ce qu'on appelle des lois de pays qui sont votées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un pouvoir législatif. C'est vraiment, c'est presque comme, donc vous pensez bien que voter ses propres lois, c'est un attribut fort de la souveraineté. Et bien, en Calédonie, on vote des lois de pays, donc la Calédonie se gère vraiment très fortement elle-même. Donc ça, c'est le premier point. Premier pilier, c'est le transfert des compétences. Deuxième pilier essentiel, c'est la reconnaissance officielle de l'identité kanak qui s'exprime dans toute une série de domaines, le droit, la culture, le foncier, les institutions, la reconnaissance des autorités coutumières, etc. Et puis le troisième point, et c'est là où on en revient de nouveau à la question du corps électoral, c'est la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa a créé dans la citoyenneté française une citoyenneté calédonienne à laquelle sont attachés des droits sociaux et politiques particuliers. C'est-à-dire que seuls les citoyens calédoniens sont autorisés à voter aux élections provinciales qui déterminent le Congrès, qui déterminent le gouvernement. Et puis, il y a un autre droit, c'est un droit social. L'accord de Nouméa a mis en place une loi de protection de l'emploi local qui dit qu'à compétence égale, l'employeur doit privilégier l'embauche d'un citoyen calédonien par rapport à un citoyen non calédonien. Alors, ces deux dispositifs-là, la limitation du corps électoral et le droit et la protection de l'emploi local, la logique, elle est double. En fait, le pari de la citoyenneté, c'est ce que dit l'accord de Nouméa, c'est pour la construction d'un destin commun. C'est le prolongement de cette fameuse acte d'ouverture et de partage du droit à l'autodétermination des Kanaks avec les victimes de l'histoire de 83. C'est-à-dire, le but, c'est de construire une nouvelle citoyenneté entre les anciens colonisateurs et les anciens colonisés. Et qu'ensemble, en fait, ils dépassent le contentieux colonial en se projetant ensemble dans la construction d'un pays commun. Mais ça, pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'on doit exclure les métropolitains qui sont arrivés récemment. Donc, c'est à la fois une dynamique de cohésion, de création d'un lien de concitoyenneté
entre ceux qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire les Blancs locaux, schématiquement, mais aussi les Wallisiens, les Javanais, etc., et puis les Kanaks, mais à l'exclusion des métropolitains arrivés récemment. Une autre façon de le dire, c'est dire que la citoyenneté calédonienne, elle concerne tous ceux dont la Calédonie est la terre natale, ceux dont je vous parlais avant, qu'ils soient autochtones, comme les Kanaks, ou qu'ils soient venus au fil de l'histoire coloniale. Mais elle ne concerne pas les gens qui sont arrivés récemment en Calédonie et qui conservent des liens très forts avec l'Hexagone. Okay. Alors, ça, c'est ce qui a été signé en 98. Et lors des négociations, les indépendantistes, ils ont demandé plus, en fait. Ils ont dit, nous, on voudrait, je ne sais pas s'ils l'ont dit officiellement, mais en tout cas, c'était dans les discussions, leur idée, ça aurait été de pouvoir avoir des visas, c'est-à-dire de pouvoir contrôler l'installation des gens. Mais ça, c'était au-delà de ce qui était négociable, parce que la Calédonie restant française, la liberté de circuler de tous les citoyens français, elle ne peut pas être restreinte. Donc on a dit, on ne peut pas empêcher les gens de s'installer. Ce qu'on peut faire, c'est on peut les empêcher de voter et les empêcher de travailler. Les empêcher, du moins, contrôler leur accès au travail. Voilà. Donc ça, c'était l'accord de Nouméa en 98. Et c'était comme disait Chibaou, un pari sur l'intelligence. Et ça devait se clore à la fin, donc par la construction de cette citoyenneté, et puis par un référendum d'autodétermination pour l'accession finale à l'indépendance. Et le dispositif prévoyait qu'il y ait un premier référendum sur une échelle de 15 à 20 ans, donc entre 2014 et 2018. Un premier référendum, si le non à l'indépendance l'emporte, il pouvait y avoir un deuxième référendum, puis de nouveau, si le non l'emportait, un troisième référendum. En revanche, en cas de oui à l'indépendance, dès le premier référendum, la Calédonie devenait indépendante. Okay, voilà. Alors, le principe était super en 98. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont continué de venir s'installer. Les citoyens français non citoyens calédoniens, puisque schématiquement, la citoyenneté calédonienne, alors il y a eu plein de débats et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais globalement, qui est concerné? Qui sont les citoyens de la Nouvelle-Calédonie? Ce qui a été décidé lors des accords, c'est que sont citoyens de la Nouvelle-Calédonie tous les citoyens français installés en Calédonie jusqu'en 1998 et qui justifient de 10 années de résidence. Donc, si vous êtes arrivé en 1995, vous devenez citoyen calédonien en 2005. Si vous êtes arrivé en 1998, vous devenez citoyen de la Calédonie en 2008. Mais si vous êtes arrivé après 1998, c'est-à-dire après le début du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa, vous ne devenez pas citoyen au bout de 10 ans. Quelqu'un qui est arrivé en 1999 n'est pas devenu citoyen en 2009. Quelqu'un arrivé en 2002 n'est pas devenu citoyen en 2012, etc. L'idée étant de marquer la frontière et de dire, en fait, si les gens continuent d'affluer, en fait, ils perpétuent, malgré eux, parce que je vous rassure, 99% d'entre eux ne sont pas au courant de l'histoire de la colonisation de peuplement de la Calédonie. Ils vont là-bas pour monter un petit snack, il fait chaud, il fait beau, bon, c'est sympa. On est fonctionnaire, le salaire, il est multiplié par 2 grâce à la prime d'éloignement. On est retraité de la fonction publique, la retraite, elle est multipliée par 2. Donc, si vous voulez, ça donne envie d'aller s'installer sous les cocotiers. Sans comprendre que ce faisant, au-delà des volontés individuelles, mais structurellement, en fait, on continue un processus de peuplement. Et donc, c'est contre ça que l'accord de Nouméa a dit on s'arrête là. Pendant la durée de l'accord, les citoyens, ce sont tous ceux qui sont arrivés jusqu'en 98, mais pas ceux d'après. Parce que sinon, si on fait rentrer ceux d'après, la part des Kanaks au sein de la citoyenneté, elle diminue inexorablement et on retombe sur le problème de la minorisation. Okay, donc, c'était ça. Mais vous savez comment on est, nous, les oreilles. On s'installe, on bosse, et puis au bout d'un moment, on dit, mais on paye des impôts, comment ça se fait qu'on ne vote pas? Mais on fait tourner l'économie du pays, comment ça se fait qu'on ne vote pas? Et donc, il y a des associations qui se sont montées, des associations un cœur, une voix, etc. Et des gens qui ont commencé à dire, mais écoutez, ce principe de limiter le droit de vote, c'est un truc complètement antidémocratique. On n'est pas en République française ici. On avait beau leur dire, bah, les gars, vous êtes dans l'accord de Nouméa, qui est un processus un peu spécifique, même très spécifique. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur à la fois le traumatisme de l'histoire coloniale et cette issue, cette ligne de crête de l'accord de Nouméa qui a été construite, c'est-à-dire
réconcilier les anciens colonisateurs et les anciens colonisés, mais à condition qu'on marque bien qui fait partie du pays et qui n'en fait pas partie. Mais vous qui venez d'arriver, si vous voulez constamment faire partie du pays comme ça, en fait, on ne va pas s'en sortir. Mais les partis loyalistes les plus durs et les plus réactionnaires, en fait, se sont très fortement alliés à cette revendication et ils ont fait de la question de l'ouverture du corps électoral un argument de propagande. Okay. Ce faisant, donc ça, c'est ça qui a mis les racines politiques du problème qui a explosé récemment. Parce que finalement, et puis peut-être que je vois que le temps file, donc je ne peux pas... C'est bon? Ok, d'accord, cool. Ok. Euh, donc ça, c'était une des racines du problème. Ça a été que cette question électorale de qui peut voter et qui ne peut pas voter, et le fait qu'on perde de vue le sens décolonial de la limitation du corps électoral, en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens, les métropolitains qui ont râlé, ont dit, mais enfin, n'ont pas pris en compte que le gel du corps électoral, c'était la condition de la paix, en fait. C'était la condition de la réconciliation. Et que les Kanaks ont toujours dit, si vous touchez au corps électoral, vous déterrez la hache de guerre. Ça, ils l'ont toujours dit, parce que c'est le maître mot de la lutte, en fait. Et de cette façon originale de décoloniser le pays. Voilà. Parallèlement à ça, il y a un autre problème social plus large. C'est que donc, à partir de 88, les accords de Matignon, il y a une politique de rééquilibrage en faveur des Kanaks. Cette politique de rééquilibrage, elle est poursuivie et elle est développée encore plus en tant que politique de décolonisation sous l'accord de Nouméa. Donc ça fait 35 ans qu'il y a des politiques pour résorber le fossé social hérité de l'époque coloniale. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, après 35 ans? C'est que en fait, les inégalités sociales sont toujours criantes. Et ces inégalités sociales, elles sont extrêmement ethnicisées en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en dépit de tous les politiques volontaristes, le haut de l'échelle sociale, elle est toute blanche, et le bas de l'échelle sociale, elle est kanak et océanienne, kanak et wallisienne. Les écarts de richesse en Nouvelle-Calédonie, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ils sont de presque 8, alors qu'en France métropolitaine, c'est 3,5. Donc, c'est une société beaucoup, beaucoup plus inégalitaire que la société métropolitaine. En général, on dit que c'est plutôt de l'ordre des écarts de richesse du Brésil, ce qui vous donne une idée de la misère sociale. Et au niveau des diplômes, il y a eu une élévation générale du niveau scolaire. Néanmoins, dès qu'on rentre à l'université, en fait, les écarts, les proportions de chances d'avoir si vous voulez, plus on monte, donc bac techno, c'est à peu près proche entre Kanak et non-Kanak, mais bac général, il y a un écart. Et alors, enseignement supérieur, c'est extrêmement... là, j'ai plus les chiffres en tête, ils sont dans le fameux article du Monde diplomatique. Donc, acheter le Monde Diplo du mois de juillet. Mais en gros, il y a toujours d'immenses écarts de ce point de vue-là. Il y a aussi ce qui a été attesté par un certain nombre de travaux et d'enquêtes de la Ligue des droits de l'homme de Calédonie puis de mes collègues économistes de l'Université de Nouméa. Il y a des formes de discrimination à l'accès au logement, à l'accès à l'emploi, à l'accès aux boîtes de nuit, à l'accès aux loisirs qui sont très, très fortes en Nouvelle-Calédonie et en particulier à Nouméa. Voilà. Alors, un autre point fondamental, c'est que dans le rééquilibrage politique et économique qui a été mis en œuvre à partir de 88, un des points forts, c'est qu'on a divisé la Calédonie en 3 provinces dont on savait, grâce au découpage géographique et démographique, que 2 d'entre elles seraient forcément dirigées par les indépendantistes kanaks, la province nord et la province des îles Loyauté. Tandis que la province sud, où se trouve Nouméa, et l'immense majorité de la population non kanak, elle, resterait un fief loyaliste. Donc les inégalités sociales et raciales, elles se sont aussi marquées dans l'espace. Dans l'espace. Et alors, en province nord en particulier, là où les indépendantistes ont le pouvoir depuis 35 ans, il y a des tentatives de développement d'une nouvelle ville à Koné, là où précisément j'ai fait ma thèse, avec aussi la création d'une grande usine de transformation du nickel contrôlée par le pouvoir indépendantiste de la province nord. Et globalement, là-haut, l'idéologie du destin commun, de la citoyenneté, de la réconciliation entre les communautés, elle est
elle est prégnante au quotidien. C'est pas le paradis sur Terre, loin de là. Mais en tout cas, si vous voulez, en province nord, la présence des Kanaks, elle est incontournable. Ils sont partout, et non seulement ils sont partout, mais ils sont au pouvoir. Et du coup, par exemple, les vieilles familles caldoches des petits blancs du Nord, qui dans les années 80 étaient très, très, très anti-indépendantistes, très loyalistes, et ben maintenant, il y en a plein qui en fait marchent avec les Kanaks. Avec une idée simple, ils disent, OK, en fait, les Kanaks sont incontournables. On ne peut pas faire sans eux. Et d'autre part, ils tiennent absolument à l'indépendance. Ils ont l'indépendance chevillée au corps. Donc, autant discuter avec eux et trouver une forme d'indépendance qui convienne à tout le monde, en fait. C'est ça, la discussion. Et cette transformation du débat politique, ça s'est aussi ressenti au sein même du FLNKS, où le sens de l'indépendance a changé. C'est-à-dire, dans les années 80, c'est une indépendance de rupture, mais désormais, depuis un certain nombre d'années, la plupart des partis indépendantistes demandent ce qu'ils appellent une forme d'indépendance en partenariat ou indépendance association, qui est un stade de décolonisation reconnu par l'ONU, où un pays recouvre entièrement sa souveraineté, puis décide de confier librement certaines de ses compétences régaliennes à un autre État, qui peut être l'ancienne puissance coloniale, et de fonder un partenariat étroit ensemble. Et il y a des exemples comme ça dans le Pacifique. Il y a des exemples en Europe. Celui qu'on connaît le plus, même si le parallèle est un peu limité, mais c'est Monaco avec la France. Monaco est un État souverain, mais certaines de ses compétences sont gérées par la France. Voilà. Et globalement, ce que les indépendantistes demandent depuis un certain temps, c'est une forme d'indépendance en partenariat. Et déjà Chibaou à l'époque, avant de se faire assassiner en 89, Chibaou disait l'indépendance, c'est de bien négocier nos interdépendances. Et la France, par exemple, en termes, la monnaie, c'est une compétence régalienne, mais la France aujourd'hui, elle n'est pas indépendante sur la monnaie, puisque l'euro, c'est pas la France c'est la Banque centrale européenne. Donc en fait, le sens de l'indépendance et de la souveraineté a beaucoup évolué, et il y a des réflexions nouvelles et inédites de ce point de vue-là sur comment construire une nouvelle forme de décolonisation au XXIe siècle, qui ne reprend pas forcément le schéma des années 50-60, mais où on pourrait, par exemple, dire la Calédonie est en partenariat avec la France, elle n'a pas un intérêt spécifique à se bâtir une armée, mais elle décide de confier sa compétence militaire à la France en échange de la venue des profs et puis ce genre de choses, ou des magistrats. En tout cas, il y a tout un panel de réflexions à ouvrir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dynamiques-là, elles sont discutées beaucoup au sein du FLNKS, elles sont discutées dans certains partis loyalistes en off, et puis au sein de l'État français, les spécialistes du dossier calédonien, ils en parlent aussi beaucoup entre eux, les hauts fonctionnaires, etc., de droite et de gauche, parce que ça, c'est quelque chose de très marquant, c'est qu'en 88, Rocard avait dit ne mettons plus jamais la Calédonie dans les affaires françaises. Et depuis lors, cette position de neutralité de l'État, elle a été maintenue par tous les gouvernements de gauche comme de droite depuis 88. Et donc, il y a une vraie mémoire politique, parce qu'en fait, tous les partis, que ce soit le PS ou le RPR dans les années 80, ils se sont tous pris des retours de bâton de la Calédonie. Alors, ils ont tous perdu des plumes à vouloir instrumentaliser le dossier calédonien. Et donc, depuis lors, il y a une mémoire politique importante dans les partis de gouvernement français sur le fait que la Calédonie, on n'y touche plus. Donc ça, c'était comme ça. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé que notre président actuel, il est disruptif, il est jupitérien et qu'il n'y a pas trop de mémoire politique. Donc, sur la Calédonie, Macron a fait du Macron. Et si la Calédonie a explosé aujourd'hui, c'est très, très, très largement imputable au choix politique qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'en fait, on a constaté qu'il s'est allié avec les loyalistes caldoches les plus radicaux, pour ne pas dire les plus extrémistes. Il s'est allié avec eux au moment du troisième référendum. Je pourrais y revenir, mais je vois l'heure qui file, donc je vais m'arrêter là. Hein. On pourra revenir à la séquence des référendums. Mais surtout, donc ça s'est vu en 2021, parce qu'il a pris fait et cause pour la position des loyalistes contre les indépendantistes. Les indépendantistes ont considéré que l'État avait rompu sa parole et rompu la confiance. Et donc, ils ont appelé à ne pas participer au troisième référendum, ce qui fait que tout est
tout s'est cassé la gueule. Moi, j'y reviendrai si vous voulez, parce que la séquence référendaire, c'est un truc en soi. Ensuite, en 2022, Sonia Backès, la leader des loyalistes les plus radicaux, elle est rentrée au gouvernement d'Elisabeth Borne. C'était la première fois qu'un responsable politique calédonien rentrait au gouvernement français, et c'était clairement un renvoi d'ascenseur. Et puis enfin, les loyalistes, donc ces gens-là, là, Backès, le député Nicolas Mesdorf, ont dit et répété à Macron, maintenant, il faut dégeler le corps électoral. Ça suffit, ce déni de démocratie. Donc ils lui ont dit, il faut dégeler le corps électoral. Tous les spécialistes de la Calédonie, dans les ministères, dans les universités, au Conseil d'État et tout le monde a dit à Macron, il ne faut pas faire ça en passant en force. Parce qu'en Calédonie, en fait, si on passe en force, ça va exploser. Ça n'a pas été suivi. Il y a donc eu la volonté de mettre en place cette loi de dégel du corps électoral. Elle a été votée en avril. Face à ça, il y a un certain nombre de partis indépendantistes qui ont organisé des grandes mobilisations pacifistes. Donc pendant 6 mois, il y a eu d'immenses manifestations à Nouméa, sans aucun problème, où les gens ont réaffirmé très fortement leur attachement à Kanaki, et en particulier la jeunesse kanaki. Et puis, le 13 mai, elle a été votée à l'Assemblée nationale, et là, le feu a pris à Nouméa. Et alors, le truc qui est quand même frappant, hein, c'est que le feu a pris le 13 mai, il y a un décalage horaire, donc ça a pris au début du débat. Et le débat, il a duré 2 jours à l'Assemblée. Donc pendant 2 jours, en fait, tous les députés de gauche, euh, insoumis, communistes, écolos et PS, n'ont pas cessé d'alerter le gouvernement et la majorité en leur disant, vous êtes en train de déclencher une guerre civile, arrêtez tout de suite. Mais c'est vraiment, les prises de parole, c'était vraiment ça. Il y a notamment une prise de parole de Sofia Chikirou, qui a dit, vous êtes en train de lancer une guerre civile, c'est terrible, faites tout de suite demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Darmanin, elle a dit, moi, je suis petit-fils de colonisé, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est que la décolonisation. C'est un argument qu'il aime bien sortir. Ils ont voté la loi, et depuis, Nouméa a pris feu totalement, et donc tout s'est effondré depuis. C'est-à-dire qu'il y a 900 entreprises qui ont cramé, 200 maisons qui ont brûlé, 9 morts, plus d'accès aux soins, plus d'accès au ravitaillement, 3000 forces militaires qui sont envoyées là-bas. Et, euh, et maintenant, en fait, tout est parti en fumée. Et alors, la dernière étape, et je m'arrête là, c'est que tout de suite, l'État et les loyalistes ont dit, c'est scandaleux, il y a des responsables politiques qui ont fait ça, qui ont commandité ces émeutes, qui sont des mafieux. Sonia Backès a dit, c'est des terroristes, il faut les emprisonner. Les leaders et les organisations ainsi désignées ont dit pas du tout, nous, on n'a jamais appelé à mettre le feu au pays. On n'a jamais appelé aux destructions des biens. On a dit de faire des barrages pour s'opposer au dégel du corps électoral que nous percevons comme la recolonisation de notre pays et la minorisation des Kanaks. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'en sais rien, évidemment. Ce qui me semble, d'un point de vue sociologique, c'est bien plus probable. En fait, il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu à Nouméa, à cause des tensions sociales accumulées dont je vous ai parlé, et parce que parallèlement à tout ce que je vous ai raconté, il se trouve que les migrations kanak à Nouméa n'ont pas cessé d'augmenter, ce qui fait qu'aujourd'hui, la moitié de la population kanak habite à Nouméa. C'est une population qui est diversifiée, mais en son sein, il y a d'immenses parties de la population qui vivent dans des bidonvilles, qui sont déscolarisées, sans boulot, et qui voient s'étaler l'opulence des quartiers blancs et riches, métropolitains et caldoches, du sud de la ville, où clairement, les Kanaks ne sont pas les bienvenus. Donc, il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu, et les responsables politiques indépendantistes n'ont pas eu de cesse de dire au gouvernement, ne passez pas en force, parce que si jamais nous, on ne va pas se laisser faire, mais en fait, après, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et très clairement, ils se sont fait déborder. En tout cas, c'est mon interprétation. Je n'ai pas d'éléments. Ce n'est pas l'interprétation que retient le pouvoir politique, le procureur, qui a dit que ces gens-là, les responsables des partis politiques qui ont mis les barrages, en fait, ce sont eux les commanditaires, c'est le terme explicite, donc on les emprisonne, et comme si ça ne suffisait pas, on ne les emprisonne pas en Nouvelle-Calédonie, on les déporte en métropole et on les isole actuellement, donc ça s'est passé la semaine dernière, on les isole, c'est-à-dire qu'ils ont pris 7 responsables de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain,
Ils les ont donc envoyés en France et ils sont isolés dans des prisons françaises. Ils ne sont pas ensemble. Donc, ce sont des responsables politiques en lutte pour la décolonisation qui se retrouvent emprisonnés dans des prisons au milieu des prisonniers de droit commun. Et ça a évidemment relancé le feu alors même que ça commençait à se calmer. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Il était évident que ça referait péter le feu puisque c'est de nouveau ressenti comme la manifestation d'une justice coloniale. Voilà, en un mot, je m'arrête là parce que j'ai un peu débordé. Et puis, c'est un dossier compliqué, donc il faudrait plus de temps. Je vous remercie de votre attention. Et puis, on peut discuter. Merci beaucoup, Benoît, pour cette intéressante intervention. Alors, je rappelle que vous pouvez bien sûr poser des questions. Si vous avez des questions, vous les mettez par écrit. Camille ou Monsieur Baltus pourra les récupérer. Par le chat également, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et on les posera à Benoît. Alors, pendant que les questions, en attendant que les questions viennent, je vais peut-être poser une question pour commencer. D'abord, à la question que nous nous posions, la Nouvelle-Calédonie est-elle une situation coloniale? Je crois qu'il n'y a plus de doute. S'il y avait des doutes, il s'agit bien d'une situation coloniale. Dans tout ce que tu as décrit, bon, il est évident que les, les, les critères mis en avant par Balandier sont présents, hein, l'anthropologue français Balandier. Donc, on est bien dans une situation coloniale. Alors maintenant, moi, j'ai une question concernant la démographie et la notion d'indépendance. Alors, j'ai bien compris également que le sens de l'indépendance, le sens de la souveraineté a évolué dans le temps, mais ça a évolué dans le temps avec aussi la question démographique. Certes, les Kanaks sont minorisés, mais il y a aujourd'hui, bien sûr, une augmentation des Caldoches, mais en même temps, il me semble, d'après ce que tu dis, qu'il y a une part des Caldoches ou des non-blancs, ou des blancs, ou des blancs, ou des blancs, ou des blancs qui adhèrent à l'indépendance. Donc, est-ce qu'on peut évaluer cette tendance-là? Parce que c'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, est-ce que ce changement du sens de l'indépendance et de la souveraineté n'est pas lié aussi à cette évolution démographique où des non-Kanaks accèdent à l'indépendance? Alors, pour des raisons diverses, tu as expliqué l'intérêt qu'ils avaient à finalement être indépendantistes, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas d'ailleurs, ils sont d'ici, enfin, ils sont de Calédonie. Donc, il n'y a pas aujourd'hui une adhésion croissante, je ne sais pas, je pose la question, de Caldoche ou de Petits Blancs, je ne sais pas, à la question indépendantiste, ou plus précisément de non-Kanak à l'indépendance. Bah, écoute, c'est un point. Alors, ce qu'on sait par les études électorales, par exemple, c'est que chez chez les Blancs de Calédonie, dans les jeunes générations, il y a à peu près 10% de Blancs qui votent pour l'indépendance. Dans les vieilles générations, il y a zéro. Zéro de chez zéro. Donc, il y a effectivement une augmentation progressive et marginale de cette logique pays. Et en fait, c'est vraiment ça la richesse de l'accord de Nouméa, le trésor de l'accord de Nouméa. Ça a été de dire, en gros, les Kanaks ont dit, venez avec nous dans l'indépendance. Venez avec nous. D'ailleurs, le mot indépendance, il est souvent, enfin, jusqu'à là récemment, mais sinon, on en parlait peu. C'était venez avec nous construire le pays. Construire le pays avec un P majuscule. La citoyenneté, c'est la construction ensemble du pays. Et donc ça a eu un effet d'entraînement chez plein de gens, en fait. Et c'était là où il y avait la possibilité, où il y a encore peut-être la possibilité d'une décolonisation réussie. L'enjeu étant de dire, on construit le pays, et puis au bout d'un moment, ce pays il sera lancé sur il est lancé sur une trajectoire d'émancipation, et ce sera à nous d'inventer cette nouvelle forme d'émancipation. Pas forcément de revenir sur un schéma des années 60. Et d'autant moins que les indépendantistes et les Kanaks, ils ne sont pas opposés au peuple français. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ils l'ont dit lors des campagnes des référendums. Ils ont dit on ne lutte pas contre la France, on ne lutte pas contre le peuple français, on lutte contre un système colonial.
Ça n'a rien à voir. Nous, on veut, et l'indépendance en partenariat qu'ils proposent, c'est refonder un nouveau lien avec la France. Entre deux pays souverains sur un pied d'égalité, mais qui ont une histoire partagée et des références partagées. Après, ce qu'on a vu là de façon hyper intéressante, hein, c'est que dans ce moment insurrectionnel actuel, où donc c'est vraiment la jeunesse kanak de Nouméa qui s'est emparée du truc et qui a mis le feu à la ville, quoi. En fait, les classes populaires calédoniennes et les jeunes, en particulier les jeunes wallisiens et futuniens, donc originaires de Wallis et Futuna, se sont retrouvés aussi sur les barrages avec eux. Et ça, c'est important parce que dans les années 80, les Wallisiens et Futuniens, les gens venus de Wallis et Futuna, sont venus dans des réseaux clientélaires très, très encadrés. Et c'était, disons, ceux qu'on appelait les gros bras du RPCR, ou donc vraiment les mecs qui allaient taper du Kanak. Donc la tension entre, il y a une longue histoire de tension interethnique entre les Kanaks et les Wallisiens, malgré leur proximité culturelle océanienne, mais l'histoire coloniale les a vachement opposés. Et donc dans les années 80, il y avait 0% de Wallisiens indépendantistes. Mais depuis maintenant 20 ans, il y a au sein du FLNKS, il y a un parti indépendantiste wallisien. Et puis là j'ai vu plein de vidéos que m'ont fait suivre mes copains là-bas de jeunes Wallisiens de ces quartiers, en fait, qui sont avec leurs frères Kanak pour, euh, pour foutre le feu à la ville. Hein. Enfin, il y a avec aussi un côté, puisque vous ne voulez pas nous entendre, vous ne voulez pas reconnaître, on va foutre le why, comme on dit. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est... il y a une ouverture de ce point de vue-là. Et ce qui est, moi, à mon sens, ce qui est vraiment dommage, c'est que dans les partis loyalistes de Nouvelle-Calédonie, il y a, à mon sens, il n'y a personne à vraiment osé passer le pas et jouer le jeu de la citoyenneté jusqu'à discuter des formes d'émancipation. Donc, eux considèrent que la décolonisation, elle s'est achevée, puisque l'accord de Nouméa est arrivé à son terme, qu'il y a eu 3 référendums et qu'ils ont tous les 3 été un non. Mais c'est là où il faudrait revenir un petit peu sur la séquence des 2 référendums, où très, très schématiquement, le premier référendum, en fait, les instituts de sondage pensaient que le oui à l'indépendance se casserait la gueule parce que depuis 30 ans, les gens se sont enrichis, que la lutte est passée de mode, etc. Or, il y a eu 43% pour le oui et 57% pour le non, ce qui était beaucoup plus pour le oui que ce qui était escompté. Donc, en fait, les indépendantistes qui avaient perdu étaient très heureux d'avoir ce score et les loyalistes qui avaient gagné étaient très déçus de ne pas avoir une large victoire. Donc 2 ans après, deuxième référendum, ça s'est resserré de moitié, c'est devenu 47-53. Et c'est là, en fait, où pour reprendre les origines, au soir du deuxième référendum, tout le monde a compris que le troisième qui allait compter pouvait être remporté par le oui. Pour la première fois, il pouvait atteindre les 50%. Parce qu'il n'y avait plus que 9000 voix d'écart et que les derniers bastons abstentionnistes, ils étaient Kanaks. Donc, ils pouvaient aller chercher les gens. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a vu court-circuiter le troisième référendum pour plein de raisons, je pourrais y revenir, mais Alors, ça a été la première. alors, précisément sur le troisième référendum, il y a une question qui a été posée dans la salle. Est-ce que le refus de repousser le troisième référendum pour laisser passer la période de deuil après les nombreux décès liés à la pandémie n'a pas été vécu comme une terrible humiliation? Ouais, Alors, je pose au fur et à mesure ou tu prends, bah, prends celle-là? ouais, si tu veux. J'essaie de Oui. faire vite, oui. Le troisième référendum, en fait, ça a été court-circuité à cause de ça, oui. Il y a eu plusieurs problèmes. Je vous ai dit, au lendemain du deuxième référendum, tout le monde a compris que pour la première fois, le oui pouvait l'emporter. Et ça, c'était inédit. À partir de là, il y a eu une première date qui a été fixée pour faire le référendum. Alors, vous voyez, le référendum, entre le premier et le deuxième, il y avait 2 ans, 2018-2020. Donc, spontanément, tout le monde pensait qu'entre le deuxième et le troisième, il y aurait 2 ans encore, 2020-2022. Mais, en fait, l'État et les loyalistes ont demandé à faire un référendum, entre guillemets, accéléré, de le faire dès la fin 2021. Pourquoi ils ont demandé ça? Parce qu'en fait, chaque année, il y a les nouveaux, les jeunes de 18 ans qu'on inscrit sur les listes électorales. Et le déséquilibre démographique fait que plus on tarde, et plus il y a de Kanaks qui rentrent. Et comme on est sur un tout petit différentiel, en fait, si on attend 2 ans,
va y avoir ceux qui ont 18 ans. Plus il y a de métropolitains qui rentrent. Non, 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 non. Non, parce que le corps électoral, il est restreint pour le référendum. Donc, les métropolitains, ils ne sont pas concernés. Mais en fait, la différence du taux de fécondité entre les Kanaks et les non-Kanaks explique qu'en fait, plus on passe de temps et plus les nouveaux électeurs de 18 ans, ils sont tendanciellement plus indépendantistes parce qu'il y a plus de Kanaks et parce que, comme je te l'ai dit avant, il y a plus de jeunes qui votent pour l'indépendance maintenant, même chez les non-Kanaks. Des gens ils croient au destin commun. Donc, on sait que plus on tarde et plus ça va pour les indépendantistes. Plus on accélère, plus ça va pour les loyalistes. Donc cette date, elle a été fixée très rapidement à décembre 2021. Et ça, il y a un parti indépendantiste qui a été d'accord, mais l'autre qui a dit non, il n'en est pas question. Donc cette date ne faisait pas consensus dès le départ. D'autant que en 2019, Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque et qui était très investi sur le dossier calédonien, il avait dit si on doit faire le troisième référendum, il ne faudra pas le faire entre septembre 2021 et août 2022 parce qu'il ne faut pas télescoper le référendum avec la campagne pour les présidentielles et les législatives en France. Rappelez-vous 1988, rappelez-vous UVA, il ne faut pas lier le calendrier électoral calédonien au calendrier électoral français. Donc on ne le fait pas pendant l'année scolaire 2021-2022. Ça paraissait de bon sens. Non, non. Macron et Le Cornu ont fixé le 12 décembre 2021 en plein dans la campagne électorale de la présidentielle. Ce qui fait que, évidemment, il y a tout de suite beaucoup plus de tensions qui se mettent sur le dossier. Autre épisode très important, en juillet 2021, l'État a sorti un document sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance, qui était censé être un document qui éclaire les électeurs. Mais en fait, ce document, c'est un scandale ambulant, ce document, produit par les services du Haut Commissariat à la République en Nouvelle-Calédonie, qui, dans les trois quarts du document, disent tous les bienfaits du non à l'indépendance. Ah, il y aura toujours la santé, l'éducation, machin. Et un quart du document dit, si jamais c'est le oui qui l'emporte, ce sera la cata. C'est-à-dire, c'est un document qui est ultra partisan pour le non et surtout qui n'explore à aucun moment la fameuse perspective d'indépendance en partenariat qui est pourtant celle que défend le FLNKS actuellement, qui est une position médiane, en fait. Une position pour avoir un recouvrement de souveraineté et en même temps assurer les intérêts ou rassurer les gens. Voilà. Ce n'est pas du tout là-dedans. Donc, on lit le document, on se dit, OK, le oui à l'indépendance, en fait, c'est l'Algérie. Algérie 1962. Donc, ça a été dénoncé, d'autant qu'il y a eu des rapports dans les années précédentes. En 2014, il y a eu un rapport sur l'évolution institutionnelle de la Calédonie qui était beaucoup plus fin et qui a exploré très officiellement l'indépendance en partenariat. C'était fait par un juriste et un conseiller d'État. Ce n'était pas des Che Guevara gauchistes. C'était vraiment des gens de l'État. Mais là, il y a eu ce document qui a été vraiment, qui était un chef-d'œuvre de déloyauté. Et ça a été clairement dit comme ça. Et puis, troisième épisode, effectivement, le Covid a débarqué en Calédonie en septembre-octobre 2021. Il a décimé les populations kanaks et océaniennes qui avaient les plus gros taux de comorbidité. Donc, à ce moment-là, les Kanaks ont dit on demande un report de 9 mois pour faire le référendum. D'une part, pour sortir de la période électorale Macron, mais surtout pour qu'on ait le temps d'enterrer nos morts, de faire nos coutumes de deuil, qui sont des grands moments où toutes les familles se rassemblent, mais c'est des familles étendues, donc c'est des centaines de personnes, et on peut rester sur place un mois, on arrête de travailler, etc. Donc, il y a même le Sénat coutumier, qui est l'institution qui représente la coutume kanak, qui a dit on ouvre une année de deuil national. Ça n'a pas été entendu par le Cornu. Les loyalistes ont dit c'est une hypocrisie parce que le Covid est fini maintenant, donc vous pouvez aller voter, sans prendre en compte la question du deuil. Et derrière la question du deuil, en réalité, c'est la question de la campagne électorale. Parce que, comme je vous l'ai dit, il fallait aller chercher les derniers abstentionnistes. Mais pour le coup, le fait d'être en deuil, ça n'empêche pas d'aller voter. En revanche, les partis indépendantistes ne peuvent pas aller faire une campagne de porte-à-porte dans des villages endeuillés, dans des familles endeuillées. Ça, par contre, ça ne se fait pas en Calédonie. Ce serait perçu comme une insulte, un manque de respect coutumier. Donc, ils ont dit et répété à l'État,
Là, pour nous, c'est le temps du deuil. Ça ne peut pas être le temps de la politique. C'est pour ça que pour qu'on puisse faire une campagne digne de ce nom, parce que chez les Kanaks, la campagne politique, c'est pas par la télé. C'est en faisant des réunions dans les tribus, dans les villages, en allant de porte à porte, en mobilisant nos liens familiaux, qu'on va convaincre les gens. Mais là, tout le monde fait des coutumes de deuil. On ne peut pas faire la politique dans ce cadre-là. Le fond du problème, il était là. Donc, c'est non seulement une insulte culturelle, mais c'est aussi un déni des règles, enfin une ignorance ou un mépris de la façon dont la politique fonctionne chez les Kanaks. Et ils ne pouvaient pas aller faire campagne dans ces conditions-là. Donc, vu que Le Cornu, qui était ministre de l'Outre-mer, il est resté têtu, mais à un point qui était et de cette espèce d'arrogance macroniste, vous voyez ce que je veux dire, sans doute, peut-être, excusez-moi, mais là, vraiment, c'était insultant, c'était incroyable. Écoutez, messieurs les Kanaks, vous instrumentalisez la coutume, ça ne vous empêche pas d'aller voter. Tu aurais dire, mais non, mec, tais-toi, tu ne connais rien. Bon, conclusion, le FLN a dit, dans ces conditions, on n'appelle pas à voter. On ne participe pas. Et donc, il y a eu, à ce troisième référendum, alors que les deux précédents, il y avait eu 85% de participation, énorme participation. Troisième référendum, 97% des voix pour le non à l'indépendance, mais 56% d'abstention, c'est-à-dire que les Kanaks dans leur entièreté ne sont pas allés voter. Et à partir de là, le FNKS a dit ce troisième référendum est un référendum bidon, puisque c'est un référendum d'autodétermination où le peuple colonisé ne s'est pas exprimé. Et face à ça, les loyalistes et l'État français ont dit pas du tout. Le référendum, il est légal, il s'est passé dans des conditions normales. Point final, c'est fini. Et donc, ils disent non. Ils ont dit non. Donc, la décolonisation, elle est finie. L'accord de Nouméa, elle est finie. Et la décolonisation, ça passe par le lien à la France. Point final. Et donc, on dégèle le corps électoral maintenant. C'est logique. Vous voyez. C'est pour ça qu'en fait, c'est à partir de 2021 qu'on a vu que l'État prenait le parti des loyalistes et ça nous a amené dans cette situation actuelle. Ok, très bien. Alors, Excuse-moi. non, 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 c'est bien, c'est intéressant. Alors, autre question, je vais t'en poser peut-être deux en même temps, comme ça tu pourras faire la synthèse. Finalement, les victimes, entre guillemets, de l'histoire, que sont les Caldoches, n'ont jamais été en rupture avec l'État français, pour l'interrogation, puisqu'ils sont en majorité royalistes. Question. Deuxième question, dans la foulée. Au sein du gouvernement local, quelle est la part des Kanaks, Caldoches, etc. Peut-on comparer la répression des commanditaires, entre guillemets, avec le dossier des grands frères en Guadeloupe? Je ne sais pas si tu connais. Non, ça, c'est vous qui allez me dire plutôt. Pour répondre très rapidement, est-ce que les victimes de l'histoire ont... Il y en a un petit peu quoi, qui ont rejoint les Kanaks dans la construction du pays. Et en particulier, comme je l'ai dit, en province nord. En province nord, il y a eu une vraie... Les mentalités ont énormément changé, quoi, malgré tout. Il y a des gens qui étaient loyalistes dans les années 80 qui sont maintenant dans les partis indépendantistes, des blancs, et qui disent on construit, et qui disent les Kanaks renonceront jamais, donc on n'aura jamais la paix, on n'aura jamais la paix dans ce pays si on ne répond pas à la revendication des Kanaks. Donc il faut au contraire en discuter pour voir comment on y répond tout en n'étant pas lâché dans la nature, etc. En fait. Donc ça prend. Mais le vrai problème, c'est Nouméa. Le problème, c'est Nouméa. Et moi, quand j'étais en Calédonie, même il y a 25 ans, c'était déjà le problème. C'est qu'il n'y a que à Nouméa qu'on peut vivre dans certains quartiers sans rencontrer les Kanaks et sans comprendre qu'on est en terre kanak et sans entendre la revendication des Kanaks. Et donc, les Caldoches qui sont là, et les métropolitains, parce qu'il y a un méga problème, hein, c'est quand même tous les métropolitains qui s'installent, et ça aussi, on en parlait hier, mais ça signifie quoi? L'installation des métropolitains. En Calédonie, là-bas, en fait, si vous voulez, c'est pas que les Caldoches le problème, quoi. C'est qu'en fait, il y a les Caldoches et les métropolitains qui arrivent et qui vivent ensemble. Dans ces quartiers, dans les quartiers sud de Nouméa, on peut se croire à Cannes ou à Nice, vraiment. Donc, il est là le problème. Et au sein du gouvernement local, quelle est la part des Kanaks-Caldoches? Alors, en fait, c'est forcément collégial, mais néanmoins, la majorité, le président du gouvernement, il est de la majorité. Donc, ça a toujours été des gouvernements loyalistes
jusqu'en 2021. C'est que depuis 2021 qu'il y a un indépendantiste au pouvoir. Après, ça fonctionne relativement bien au niveau du gouvernement, mais ça n'a pas de traduction directe dans la société locale. Et sur la question des grands frères, là, c'est à vous de me dire si ce que je vous raconte là a un écho ou pas du tout. Tu veux intervenir? Non, tu pas. Non, non, sur la question des grands frères, je ne vais pas intervenir sur les grands frères. Ce que je veux dire, peut-être pour t'éclairer, c'est que le principe est le même. Il y a une déportation de jeunes Guadeloupéens qui s'étaient impliqués dans les dernières émeutes en Guadeloupe. Alors, je ne veux pas faire non plus de parallèle parce que les grands frères, je ne sais pas s'ils sont indépendantistes. Hein. Je ne crois pas que le fond du problème soit le même. Donc, j'aurais du mal à en dire plus. Ce que je sais, c'est qu'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'il y a une déportation de jeunes contestataires en France, comme on l'a fait pour les Caldoches. De ce point de vue-là, il y a un lien. Mais pour le reste, sur le fond, je ne crois pas qu'on puisse dire que les grands frères sont déportés parce qu'ils sont indépendantistes, leaders indépendantistes, à comparer aux militants. Je crois qu'il y a une grande différence entre entre les deux questions. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, ce que je perçois comme situation. Alors, on continue avec les questions dans la salle et si il y a des questions par le chat éventuellement, on les prendra. Question de M. Baltus. Pensez-vous que cette indépendance a été jusqu'ici bien préparée par les Kanaks? Et ont-ils vraiment les ressources de base pour s'en sortir économiquement et politiquement? Euh, Question complémentaire, qu'est-ce qui les différencie, par exemple, d'Haïti, qui est plutôt malade depuis l'indépendance? Voilà une question Ouais. sur... Alors, en un mot, parce que c'est une question compliquée, mais en fait, les 35 ans d'accord ont été... le pari a été aussi de dire ça nous permet de préparer l'indépendance, et notamment préparer une indépendance économiquement viable. Et en Calédonie, il y a un dossier essentiel, c'est le nickel, en fait. Puisque la Calédonie détient près d'un quart des réserves mondiales de nickel. Donc, il y a un enjeu fort à avoir. Donc, toute la lutte au fil de ces 30 dernières années, les barricades ont été rangées, en fait, et les indépendantistes qui ont pris le pouvoir, notamment en province nord, avec la Société d'investissement de la province nord, tout l'enjeu, ça a été de prendre pied dans le marché du nickel, qui est un marché mondialisé. Donc, d'avoir accès à des gisements, donc il y a eu des longues négociations pour avoir accès à des gisements, et puis faire une usine, une usine localement de transformation du nickel pour que la valeur ajoutée, parce qu'avant, le minerai était exporté de façon brute dans des usines en Europe ou en Asie, et la valeur ajoutée était créée là-bas. Tout le pari des indépendantistes, ça a été de construire cette grosse usine du nickel dans le nord pour que la valeur ajoutée reste sur place. Ça s'est aussi joué avec un investissement des provinces calédoniennes dans le capital de la société Le Nickel, qui est le métallurgiste historique en Nouvelle-Calédonie. Donc cette stratégie, elle a porté ses fruits, sauf que les cours du nickel se sont complètement cassés la gueule depuis quelques temps. Et là, maintenant, l'économie du nickel est complètement exsangue actuellement. Donc, ça reste un gros point d'interrogation. Ça reste un gros point d'interrogation. Sauf que dans la négociation sur quel type d'indépendance et dans le cadre d'un État associé, on peut aussi réfléchir à mettre à disposition un certain nombre de personnel ou de ressources en échange de tel ou tel truc. C'est-à-dire, si un partenariat étroit se construit, il y a des réflexions à avoir sur ce plan-là. Cela dit, là, le pire dans la situation actuelle, c'est que le niveau de destruction qu'a connu Nouméa, maintenant, place la Calédonie dans une situation d'extrême dépendance, comme jamais, pour la reconstruction vis-à-vis de l'État français. Donc, c'est ce que me disaient notamment des leaders indépendantistes qui n'étaient pas d'accord qui étaient évidemment d'accord pour la mobilisation contre le dégel, mais pas pour la destruction, en disant, quand on détruit l'économie de Nouméa, en fait, on se place nous-mêmes dans une situation d'extrême dépendance. Parce que là, il y a 20 000 personnes au chômage à cause de ça. Sur une population de 270 000 habitants, c'est quand même, c'est fou. La sécurité sociale est dans le rouge, enfin, tout est dans le rouge. Donc, le gouvernement local a fait appel à des gouvernements amis
hein, donc avec une forme de diplomatie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, mais néanmoins, c'est avec l'État français qu'il y a… Du coup, ce dossier-là, sur ça aussi, ils ont beaucoup perdu de terrain depuis ces événements, hein, donc ça reste un gros point d'interrogation. OK. Alors, deux autres questions. Est-ce que les indépendantistes récemment déportés en France sont pour une indépendance en partenariat et en association avec la France ou autre? Ben, c'est un petit peu compliqué en fonction des partis politiques. En fait, il y a deux grandes locomotives au sein du FLNKS. Il y a le Palika Uni. Eux, ils sont très clairement pour l'indépendance en partenariat. Ils l'ont dit depuis des années. Et il y a l'autre locomotive, c'est l'Union calédonienne, qui est devenue la plus radicale, qui est une… par exemple, Christian Théin, le leader de la CCAT qui a été emprisonné, c'est le commissaire général de l'Union calédonienne. L'Union calédonienne, elle s'est prononcée aussi pour une indépendance en partenariat ou en interdépendance, mais de façon moins claire et moins construite que l'Uni-Palika. Ça reste néanmoins la revendication globale. Mais là encore, ce qui est compliqué, c'est que les élus, les responsables politiques indépendantistes, y compris Christian Théin qui a été emprisonné et ceux-là, eux, ils défendent l'optique d'une indépendance en partenariat. Mais ce qui s'est passé là actuellement, la séquence insurrectionnelle et la jeunesse kanak qui est montée au créneau, elle n'est pas sur cette… Et ce ne sont pas des théoriciens de l'indépendance. C'est avant tout un cri de révolte, quoi. Un cri de révolte. C'est à la fois une émeute urbaine comme on en a en France, et à la fois euh, une marginalisation sociale qui est pensée comme coloniale et à raison, en fait, hein. C'est un sentiment d'aliénation coloniale qui perdure chez les jeunes Kanaks de Nouméa. Et donc là, c'est beaucoup plus une révolte insurrectionnelle tous azimuts, quoi. Donc, il y a ce qui fait que des gens comme Christian Théin, les leaders de la CCAT, les responsables politiques, ils sont vraiment ils sont sur une corde raide, en fait, entre les, le- les états-majors des partis politiques qui pensent à la construction d'une indépendance en partenariat, la question économique, etc. Et puis une jeunesse là qui est dans un moment de révolte anticoloniale profonde et fondamentale. Et donc les deux se justifient, mais du coup, il y a énormément, et actuellement, il y a énormément de tensions dans le camp indépendantiste. C'est-à-dire que les jeunes sur les barrages disent aux élus aux responsabilités, vous êtes des vieux traîtres. Et donc, ils sont menacés maintenant. Par exemple, le président du gouvernement actuellement, Louis Mapou, indépendantiste, ancien directeur de la Sophie Nord, donc la société d'investissement de la province Nord, qui a fait l'usine de nickel. Donc, il a consacré 30 ans de sa vie à développer les moyens d'une indépendance économiquement viable. Ben, en ce moment, les jeunes sur les barricades lui disent t'es un vendu, t'es un traître, il est protégé par le GIGN et tout ça. Donc, c'est vraiment ultra tendu. À tel point qu'il y a eu il y a 2 semaines, un congrès du FNKS qui n'a pas pu se tenir, tellement il y a de tensions en ce moment. Très bien. OK. Alors, une autre question, je ne sais pas si c'est sur le chat, Camille. Euh, les Kanaks peuvent-ils faire appel au droit international? Alors, ils font appel au droit international, oui, oui, parce qu'en fait, il se trouve qu'au moment des années 80, au terme d'un long travail de pression diplomatique, le FNKS a obtenu que la Nouvelle-Calédonie soit réinscrite sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Il y a une liste, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle le C24, où il y a quoi, 17 ou 19 pays, je crois, territoires non autonomes qui sont considérés officiellement comme des territoires à décoloniser. Depuis 86, la Calédonie est inscrite, ce qui fait que depuis 86, la France doit rendre des comptes sur le processus de décolonisation qu'elle met en œuvre. Euh, les derniers temps, après les référendums, en fait, le Darmanin est retourné à New York en disant, vous inquiétez pas, on va expliquer qu'on a mené à terme ce processus de décolonisation et que donc maintenant, la Calédonie peut être retirée de la liste puisqu'elle a librement décidé de rester française. Mais le FNKS a dit non, pas du tout, on tient. Et donc, ça reste aujourd'hui la principale arme politique d'un point de vue juridique, c'est le droit international pour les Kanaks. Mais tout le problème, vous le savez, c'est que le poids du droit international face au droit interne, en France comme ailleurs, il est,
enfin, il tient pas la route, quoi. C'est-à-dire que la France ne s'empêche pas de faire ce qu'elle veut au nom du droit international. C'est pas la seule, d'ailleurs, hein. Alors, il y a une question de, je crois, de Elie de Mota. Durant les 30 dernières années, le rééquilibrage économique et social n'a pas apporté les résultats escomptés. Les discriminations à l'emploi, etc., sont criantes, et cela malgré les lois pays de protection de l'emploi local et malgré le titre 13 de la Constitution. Alors, à quoi sert véritablement ce titre 13 si l'État français continue de faire à sa guise? Alors, le titre 13, juste le titre 13 de la Constitution, de mémoire, hein, c'est celui où on a mis l'accord Ouais. de Nouméa. Donc ça a c'est surtout un dispositif constitutionnel. Par contre, la loi de protection de l'emploi local, ça, c'est vrai que c'est un vrai scandale, en fait. C'est un vrai scandale. Parce que, comme je l'ai expliqué, c'était un des piliers de la citoyenneté calédonienne. C'était cette citoyenneté calédonienne qui est donc le support de la construction du destin commun, de la réconciliation, de l'émancipation en commun. Cette citoyenneté calédonienne n'est pas seulement politique avec le droit de vote, elle devait être aussi sociale avec cette loi de protection de l'emploi local. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate plusieurs choses. Le principe de la loi de protection de l'emploi local, il a été énoncé dès 1998, mais la loi de protection de l'emploi local, pour le secteur, je ne sais plus lequel, je crois le secteur public, elle a été mise en œuvre qu'en 2010, et pour le secteur privé en 2016, c'est-à-dire quasiment au terme de l'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le principe qui a été noté dans l'accord de Nouméa, dans les années suivantes, mais en fait, comment dire, il y a plein de gens qui n'ont pas joué le jeu, en fait. C'est là l'arnaque. Et l'État n'est pas, alors que Dieu sait que je ne veux pas dédouaner l'État français, hein, mais l'État n'est pas vraiment en cause dans la non mise en place de la loi de protection de l'emploi local. C'est les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et ces élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la majorité, elle est loyaliste, mais les indépendantistes, ils ne se sont pas battus bec et ongle pour la loi de protection de l'emploi local, hein. Les élus, ils ont laissé, moi, je trouve qu'ils ont laissé traîner Mais énormément. comment expliquer que les élus, notamment indépendantistes, n'est pas... Et bien parce qu'en fait, les élus indépendantistes, pendant toute la période de l'accord de Nouméa, ils étaient à fond sur le nickel et sur la construction de l'usine, le développement de cette indépendance économiquement viable. Et ils ont tendance, enfin, je suis peut-être un peu sévère, mais ils ont tendance à s'être un peu laver les mains de plein d'autres dossiers. Le dossier social, mais par exemple le dossier de l'enseignement des langues kanak, qui était l'accord de Nouméa disait les langues kanak sont des langues d'enseignement et de culture à côté du français. En fait, les dispositifs pour transformer ce principe en une loi de pays, ça a été long et laborieux. Et par exemple, il y avait une question importante, c'était est-ce que cet enseignement doit être obligatoire ou facultatif? Eh bien, c'est facultatif. Donc, c'est la cinquième roue du carrosse, en gros. Alors que il y a eu des moments d'opportunité politique où si les élus avaient été remontés comme des pendules sur ça, ils auraient pu dire, écoutez, c'est un accord de décolonisation, ça passe notamment par un enseignement obligatoire en langue kanak. Mais en fait, tout le dossier scolaire, par exemple, le transfert de l'enseignement, il y a des gens en salle d'attente, regarde, hein. Bon, ils arrivent un peu en retard là, mais c'est un peu comme chez le médecin. Euh, tout le dossier du transfert du scolaire, par exemple, c'est un truc très, très, très significatif. C'est-à-dire qu'il y avait la revendication de la volonté de décoloniser l'école, dire que l'école, c'était un lieu de reproduction des inégalités sociales et du contentieux colonial, ça a été une revendication historique forte des indépendantistes dans les années 70-80. Là, il y a eu l'enjeu de comment on transfère l'école et dans quelle mesure on en fait une école pays, en gros. Mais confronté à la réalité des faits, en fait, d'un côté, il y avait plein d'oreilles et de métropolitains, de loyalistes, etc., qui disaient attention, vous allez nous faire un bac cocotier. Vous connaissez sans doute cette expression, le bac cocotier, le truc repoussoir par excellence. Et en face de ça, les indépendantistes ont été sur une posture défensive. Conclusion,
tous les programmes d'adaptation. Et donc, conclusion, le curriculum, c'est toujours l'éducation nationale. Le programme, c'est toujours l'éducation nationale. La délivrance des diplômes, c'est toujours l'éducation nationale. Donc, puisque vous avez un bac national, évidemment, les aménagements pour une meilleure prise en compte de la culture, de l'histoire, de la géographie, tout ça, ça ne peut être qu'à la marge. C'est vraiment, vous allez faire ça le vendredi de 16 à 17 heures, quoi. Vous voyez? C'est pas du tout au cœur du pays. Donc là, quand ça a explosé, tout le monde dit ouais, personne nous raconte notre histoire, personne nous, on n'est pas au courant de l'histoire du pays. Et certes, nos ancêtres les Gaulois, patati patata, ok, mais en fait, il y a eu l'opportunité, mais personne ne s'en est saisi véritablement. Personne ne s'en est saisi. Et donc sur la loi de protection de l'emploi local, c'est un truc vraiment, vraiment assez troublant parce que la façon dont elle fonctionne, au final, concrètement, c'est qu'un employeur doit démontrer, enfin, il doit balancer son offre d'emploi et puis constater qu'il n'y a aucun citoyen qui n'y répond. Il fait un PV de carence et ça va dans une commission paritaire où il y a les syndicats et les organisations patronales. Et là, cette organisation doit dire, ah, effectivement, le mec n'a pas trouvé de citoyen calédonien, donc on lui permet d'embaucher un non-citoyen calédonien. Mais en fait, tout dépend de la façon dont les offres d'emploi sont... En fait, il y a plein de petites étapes où, petit morceau par petit morceau, on rogne sur le principe. Donc, par exemple, ce que me disait un mec qui est très au fait de cet enjeu-là, quand il y a eu la numérisation, le basculement numérique, en fait, les offres d'emploi, on ne les a plus retrouvées comme avant à enfin, dans la mission d'insertion des jeunes, etc., mais beaucoup plus en ligne, etc., ce qui a permis de faire venir de la main-d'œuvre de l'Hexagone. Et donc, finalement, cette loi de protection de l'emploi local, elle n'a pas eu d'effet, ou très très peu, alors qu'elle était censée être prévue pour beaucoup plus que ça. Mais la responsabilité de l'État, évidemment, l'État n'a pas redressé la barre, mais quand même, il y a plein d'éléments de l'accord de Nouméa. Alors, il y a eu vraiment un changement de la politique de l'État avec Macron, par contre. Là, Macron, il a renoué avec l'État colonial plein pot. Mais avant ça, c'est aussi une forme Enfin, il a manqué quelque part de courage politique à certains points. Très bien. Bien, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas si tu en as encore dans le chat, mais je sais qu'il y avait alors, il y a une question sur Ah oui, sur la le... partition. Voilà, Le schéma organisé par l'État central et loyaliste n'est-il pas d'aboutir à la partition de la Kanaky avec l'émergence d'un État calédonien loyaliste circonscrit à la province sud et de laisser les deux autres provinces au Kanak? À ça, le risque de la partition, si, tout à fait. L'État, encore une fois, ça, je sais pas ce qu'il prévoit l'État. Mais par contre, ça fait depuis très longtemps maintenant que les indépendantistes disent qu'ils craignent des logiques de sécession, en fait. Et que, évidemment, et ça a été porté notamment par Sonia Backès, etc. Avec, là, ils ont eu des projets qu'ils ont appelés d'hyper-provincialisation, c'est-à-dire de renforcer encore plus le pouvoir des trois provinces. Et au fond, ce risque de dire, eh ben, finalement, c'est la province sud, elle fait sécession et elle reste française, et les provinces nord et îles, elles deviennent indépendantes. Ça, c'est radicalement refusé par les Kanaks indépendantistes qui disent que Kanaki, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'on ne peut pas enlever une partie. On peut d'autant moins enlever une partie que d'une part, bah, y a des clans Kanaks en province sud. Il y a vraiment des coutumiers, quoi, des responsables, des appropriations foncières Kanak. Et qu'en plus, comme je l'ai dit, il y a 50% de la population kanak qui vit aujourd'hui à Nouméa. Et donc, on peut pas, ils vont pas rentrer dans leur tribu parce que les gens vont sur Nouméa pour plein de raisons. Ça peut être pour du boulot, ça peut être pour l'accès aux soins, ça peut être pour les services, pour l'école, ça peut être parce qu'il y a des conflits fonciers, parce qu'il y a des violences dans leur terroir d'origine. Donc, ils peuvent pas, voilà, ils sont là, ils sont dans la ville. Et puis, en pratique aussi, les gens vivent de façon. Il y a énormément de mobilité, en fait. Moi, toutes les familles kanak que je connais, il y a des maisons de la famille à Nouméa et des maisons à la tribu et les gens circulent, quoi. C'est très fluide.
Donc, mais effectivement, le risque de la partition, il est latent. Et il est extrêmement préoccupant. Donc, on va voir ce qu'il advient. Mais ce serait dramatique. Ce serait un peu comme Mayotte et les Comores, quoi. C'est ça. Alors, merci Benoît. On arrive donc à la conclusion de notre manifestation. Je sais que dans la salle, il y a des choses à annoncer concernant le soutien, la solidarité avec le peuple kanak. L'Ukraine voudrait, je crois, annoncer une manifestation qui se tiendra en Guadeloupe en soutien à la Kanaki. Je lui passe la parole. Son éclairage était très important. Il nous a rappelé des événements qui ont marqué notre vécu hein, depuis 1988 et même avant. Alors, je tenais à parler au nom de plusieurs organisations patriotiques que je ne vais pas nommer parce que nous sommes plusieurs, qui sommes en contact depuis des années, et plus précisément depuis quelques mois, avec les amis Kanak, parce que nous avons conscience que nos sorts sont liés, parce que nous avons le même, je dirais, oppresseur, l'État français. Et à ce titre, nous avons décidé d'organiser le 27 juillet, donc dans un mois pratiquement, sur la place de la Victoire, à partir de 20 heures, une nuit blanche pour la Kanaki. Donc, le programme n'est pas encore bien ficelé. Ce qui est certain, c'est que nous allons avoir des contacts téléphoniques avec les Kanaks, responsables Kanaks qui sont en France, qui sont donc également Kanaki, avec aussi des amis de la Martinique et de la Guyane, parce que les organisations patriotiques de Martinique, Guyane, Guadeloupe travaillent de concert depuis plusieurs mois avec les frères Kanaks. Et ceux qui vivent actuellement nous interpellent sur notre propre présent le phénomène, bien sûr, donc de remplacement de la population, de supplantation de la population par des gens venus de France, nous le vivons aussi chez nous, avec en plus phénomène aggravant, le départ, je dirais, massif de jeunes qui, chaque année, partent environ 3000 et qui, pour une bonne part, ne reviennent pas au pays, pour différentes raisons. Donc, nous savons que les projections qui ont été faites montrent que d'ici 2070, donc c'est demain matin, nous serons 247 000 en Guadeloupe, alors que j'ai connu la Guadeloupe avec 460 000 habitants. Donc, cet aspect-là aussi doit nous faire réfléchir, nous, Guadeloupéens, à notre propre devenir en tant que peuple, qui malheureusement semble en voie, je dis un gros mot, d'extinction relative. Parce qu'effectivement, la nature ayant horreur du vide, il a craint que d'autres personnes occupent la place. Alors, c'est une prise de conscience que nous devons avoir, nous, et aussi d'une façon générale, les Guadeloupéens, qui malheureusement, pour un grand nombre, n'ont pas conscience de ce qui se passe et qui ne vivent que l'instant présent et ne se projettent pas suffisamment dans l'avenir. Donc voilà cet appel que je lance pour que tous les Guadeloupéens puissent être présents sur la place de la Victoire. Ce 27 mai, nous allons solliciter le CAGI, pardon, 27 juillet, pardon, 27 juillet, dès 20 heures. C'est toute une nuit, on pense que ce sera de 20 heures à 5 heures du matin avec des manifestations culturelles, des rappels historiques et surtout des relations téléphoniques avec les différents responsables de Martinique, Guadeloupe, enfin, Guyane et Kanak. Donc je vous remercie par avance. Alors, merci pour l'information. Alors, nous allons bien sûr conclure et nous allons laisser la conclusion à Benoît. Quelques mots de conclusion, Benoît, pour conclure. C'est la tradition. Ok, ok. Bah, écoutez, quel mot de conclusion. En tout cas, d'avoir été là. Euh, Merci aussi. Voilà, moi, ça m'intéresse les retours aussi pour savoir en quoi ce que je vous ai raconté de la Calédonie fait écho ou ne fait pas écho à la situation en Guadeloupe et dans les Outre-mer, puisque on perçoit à la fois la singularité de la trajectoire calédonienne et puis que malgré tout, il y a un air de famille, quoi. Enfin, un air de famille coloniale, quoi, si je puis dire. Et en particulier, moi, le truc qui moi, même me saisit personnellement en tant que oreilles,
c'est les Français, les hexagonaux qui vont s'installer dans les Outre-mer sans se poser de questions. En fait, ça, je pense que ça participe d'une espèce d'invisibilisation d'un héritage colonial, en fait, qui nous concerne tous, finalement, à la fois dans les îles et dans l'Hexagone. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'installer, enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours été moins frappé en Nouvelle-Calédonie des gens qui vont là-bas sans se rendre compte de où ils mettent les pieds, en fait. Et je me demande toujours si c'est spécifique à la Calédonie ou si, en fait, cette réflexion, elle peut se... Ah bah, pourquoi vous rigolez? C'est partout, partout pareil? Ouais, bah voilà. Et en même temps, voilà, en même temps, mais je ne le perçois pas comme ça, mais j'ai pas le sentiment, vous n'avez pas l'air marginalisé comme le sont les Kanaks en Calédonie, en fait. C'est ça le... Mais peut-être je me trompe, hein, j'en sais rien, hein. Mais j'ai l'impression que les Guadeloupéens, ils sont partout en Guadeloupe, quoi. Mais c'est plutôt une question que je pose, hein, voilà. Bon. En tout cas, merci pour moi, c'est un honneur d'avoir pu échanger sur ça avec vous. Et je sais que pour eux là-bas, le soutien de leurs frères ultramarins, comme ils disent, c'est quelque chose de très important. Et comme je l'ai dit, ça s'est beaucoup vu au moment avec les députés, là, ça s'est beaucoup vu, hein, cette solidarité-là. Donc, je leur dirai qu'il y a cet événement le 27 juillet. Il y a un soutien financier aussi pour se mettre en place. Ah oui? Parce que les frais d'avocat, effectivement, Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, gardez un œil sur la Calédonie, puisqu'en fait, la situation n'est pas réglée du tout, mais vraiment pas du tout. Et que, en fait, évidemment, que tout le monde attendait une reprise d'initiative de Macron après les européennes, mais comme il a décidé de dissoudre l'Assemblée, tout est repoussé jusqu'à juillet. Puis après, il y a les JO. Et donc, ce qui est terrible, c'est que jour après jour, heure après heure, le fossé se creuse. Et on se demande si ça ne va pas être la fausse du destin commun et de ce projet de décolonisation qui était assez unique, qui faisait que pour une fois, il y avait peut-être l'opportunité de réussir une décolonisation par l'État français. Mais là, pour le moment, on est vraiment, vraiment dans l'ornière. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Voilà. Merci Benoît. Et Conclusion déprimante. à bientôt. Merci.